48 au départ, ce n'est que 4 qui sont désormais prêts pour poursuivre les rêves pour les demi-finales de la Coupe du Monde, cette fois-ci sans aucune équipe africaine. Maintenant, toutes les équipes africaines sont out de la compétition et les demi-finales sont au programme. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Prolongation. Pour cette semaine, nous allons décrypter l'actualité de la Coupe du Monde 2026. Et pour en parler, nous recevons encore un habitué de ce plateau. Il s'agit de Sie Parfait Traoré. Il est journaliste sportif. Parfait, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci bien. Bienvenue et merci d'avoir accepté une fois de plus l'invitation. Je vous en prie. Déjà, la Coupe du Monde tire vers sa fin avec l'élimination des équipes africaines. Cette fois-ci, aucune équipe africaine n'est au programme. Le Maroc, qui avait fait des prouesses la Coupe du Monde dernière, n'est pas au programme cette année pour les demi-finales. Alors déjà, quelle analyse faites-vous de la sortie des équipes africaines? Alors, pour moi, et sur 10 nations africaines, et en demi-finale, on n'a aucune nation. Et ça prouve tout simplement que notre football, le football africain de manière générale, doit toujours travailler. Alors, il y a énormément beaucoup à faire si on veut vraiment rayonner sur la scène internationale. Donc, pour moi, c'est juste, c'est un résultat du fait que beaucoup d'équipes africaines n'ont toujours pas le niveau des grandes compétitions. Alors, en 2022, le Maroc avait joué les demi-finales. Cette fois-ci, il y a une baisse vraiment d'énergie. On ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que vous pensez que le Maroc était face à des équipes de taille ou bien il n'avait pas l'énergie nécessaire, il n'avait pas cette compétence-là de pouvoir atteindre le niveau des années antérieures? Alors, pour moi, déjà, le Maroc, je peux dire le Maroc avait le niveau de jouer cette demi-finale. Et elle tombe sur un adversaire coriace, à savoir la France. Et c'est cette même équipe de la France qui les a éliminés en demi-finale dans la Coupe du Monde passée. Donc, pour moi, c'est peut-être dû au fait qu'ils sont tombés sur plus fort qu'eux. Voilà. Mais de façon globale, quand on regarde, pour moi, j'ai trouvé cette équipe du Maroc un peu en deçà de cette équipe de 2022. Donc, pour moi, elle a baissé un peu en régime. Ce n'est plus l'équipe flamboyante qui faisait peur et en 2022, qui terrifiait beaucoup les adversaires. On a vu que cette Coupe du Monde, elle a eu à subir beaucoup. C'est vrai qu'elle avait aussi des attaquants, elle était aussi chirurgicale à la finition. Mais pour moi, de façon globale, je trouve que le Maroc est en deçà des attentes. On a vu les équipes que le Maroc a eu à battre ou bien à éliminer, si on peut se permettre, avant d'atteindre ces niveaux de trucs au niveau de cette compétition-là face à la France. Et quand on regarde déjà le bilan des Marocains, est-ce que c'est satisfaisant? Oui, pour moi, c'est satisfaisant parce que c'est l'équipe africaine qui avait pour moi le plus d'atouts pour aller loin dans cette compétition. Et au final, c'est cette équipe quand même qui a pu atteindre les quarts de finale. C'est la seule équipe africaine qu'on a eue jusqu'en quart de finale. Donc pour moi, elle avait vraiment les atouts. Et je pense que c'est un parcours honorable. Même si d'aucuns verront qu'elle a un peu régressé. Quand on joue la demi-finale, lors de l'édition passée, on s'attend quand même à pouvoir atteindre au minimum ce même niveau de la compétition. Voilà. Mais comme je l'ai dit tantôt, elle est tombée peut-être sur une équipe comme la France, donc qui était plus forte qu'elle. L'autre équipe maghrébine, il s'agit de l'Égypte, qui était face à l'Argentine. On s'attendait vraiment pas à voir un résultat pareil. Avant le début du match, on s'attendait à voir l'Argentine, champion du monde en titre, et vraiment jouer le match sans peur, sans souci. Mais maintenant, on a senti que cette équipe égyptienne a surpris le monde du football en battant, voilà, dès les premiers instants, l'équipe de l'Argentine. Mais le match n'était pas fini et il y a eu ce remontada historique quand même. En quelques minutes, l'Argentine a renversé le match. Comment avez-vous trouvé cette prestation des Égyptiens en réalité? Alors, au final, vraiment, c'est décevant. C'est décevant de commencer un match et en forme,
un match qu'on maîtrise de bout en bout et on se fait rejoindre peut-être dans les 10 dernières minutes. Alors, de façon globale, pour l'équipe de l'Égypte, vous savez, c'est une équipe, elle est habituée à venir en Coupe du Monde, mais elle avait du mal à franchir le premier tour. Et cette édition, elle a pu franchir le premier tour et elle a même éliminé, je pense, la Nouvelle-Zélande pour parvenir en quart de finale. En quart de finale. Alors, c'est un manque de concentration tout simplement parce que mener 2-0 face aux champions du monde, on a vu que déjà ils étaient en euphorie. La concentration n'y était plus. Et face à une équipe comme l'Argentine, ça se paye cash. Une équipe expérimentée et il n'y a eu que des conséquences pour pleurer. Alors, est-ce que on peut se dire que c'est l'expérience de l'Argentine qui a joué ou bien c'est cette faiblesse des Égyptiens qui a peut-être tourné? On peut dire les deux à la fois. L'Égypte a su et l'Argentine a su mettre cette expérience-là, mais c'est juste après avoir réduit le score. Là, à 2-1, les Argentins ont eu ce mental-là de savoir qu'en termes d'expérience, alors le match était toujours jouable. Du côté égyptien, moi je dirais que c'est plutôt la naïveté. Voilà, c'est la naïveté. C'est vrai que dans le match aussi, il faut le reconnaître, il y a eu certains faits de jeu, il y a eu certaines polémiques qui tournent tout autour, mais je pense que l'Égypte a carrément été déconcentrée lors du match. Parce qu'elle s'est dit qu'après avoir mené 2-0, le match était déjà plié. Alors c'est cette erreur que beaucoup de nations africaines ont fait et aujourd'hui elles sont rentrées à la maison. Est-ce que concrètement l'arbitrage a joué vraiment, a impacté sur ce match-là? Vous savez, quand on parle d'arbitrage aussi, ça dépend de quel bord nous sommes, de quel côté nous sommes. Mais quand on regarde de manière et objective ce match, vraiment, c'est un match, on peut se dire que l'arbitrage a été un poids. Parce qu'on a l'impression qu'il y avait deux balances. Et quand je dis deux balances, c'est-à-dire, vous savez, les Égyptiens, quand il y a des fautes, alors ils viennent réclamer. J'ai eu l'impression que l'arbitre n'écoutait même pas les Égyptiens. Pourtant, un arbitre sur le terrain doit aller dans ce sens de protéger d'abord les joueurs et à travers en les écoutant également. Pourtant, lorsque ce sont des Argentins qui commettent des fautes, où il y a des situations, on voit que l'arbitre est à leur chevet, était plus préoccupé au niveau des Argentins. Voilà. Mais tout ça, ça ne justifie pas cette défaite, cette débâcle vraiment de l'Égypte. Alors, et c'est déjà clos, ces Égyptiens sont rentrés à la maison tout en déposant quand même une plainte. Est-ce que vous trouvez que cette plainte-là pouvait changer quelque chose même d'ailleurs, d'autant plus que l'Argentine continue son chemin? Non, je ne pense pas. La plainte même peut-être c'était pour avoir une sanction de l'arbitre, les texiers, mais je ne pense pas que ça aurait une issue favorable parce que, comme vous l'avez dit, le match est déjà plié, l'Argentine est en quart de finale, elle s'est même après qualifiée. Et quand on regarde juste au niveau de ce match, l'arbitre central, honnêtement, je ne vois pas ou aussi, à part des petites fautes, je ne vois pas en quoi est-ce qu'on peut l'incriminer. C'est peut-être la VAR, c'est peut-être la VAR qui n'a pas joué franc jeu dans ce match. Parce que l'action qu'on annule, le but égyptien qu'on annule, et c'est une faute initiale au départ. Alors, est-ce que c'est évident si c'était l'Argentine qui avait commis cette faute, est-ce qu'on allait revenir à ça? Donc, c'est un peu là-bas qu'on, peut-être, il y a toujours le débat. Sinon, je pense pas que cette plainte-là aura une issue. Bizarrement, lorsque la VAR, il y a des insuffisances au niveau de la VAR, ça retombe sur l'arbitre central. Est-ce que c'est ce que vous voyez aussi? Oui, ça retombe sur l'arbitre central. Mais ces derniers temps, on voit que la VAR, qui devait être cet assistant-là, comme son nom l'indique même, qui devait assister les arbitres, les arbitres centraux, on se rend compte que ces derniers matchs, que ce soit en Ligue des Champions ou dans cette Coupe du Monde-là, c'est la VAR même souvent qui induise les arbitres en erreur. C'est la VAR souvent qui font prendre de mauvaises décisions souvent aux arbitres. Donc, il y a ce côté-là. Est-ce que la VAR est là pour assister l'arbitre ou est là pour compléter l'arbitre? Parce que moi, je vois une nuance entre les deux. Voilà. Donc, pour moi, je pense que la VAR, peut-être, et parce que aussi le but égyptien, après le but argentin, les Égyptiens ont réclamé la même chose. Quand on parle de regarder la VAR, est-ce qu'il n'y avait pas de faute au départ sur Salah? Voilà. Donc, et la VAR, étrangement, la VAR n'a pas réagi. Donc vraiment c'est compliqué parce que on ne sait pas. Et vous savez les fautes au niveau de la VAR, est-ce que c'est au joueur de réclamer la VAR? Visiblement non. C'est la VAR qui doit s'apercevoir de la faute et interpeller l'arbitre. Mais on se rend compte que souvent c'est dû à la pression des joueurs qui font que l'arbitre fait signe à la VAR et qu'il y a un contact. Donc tout ça c'est à maîtriser. Hein. Les arbitres doivent aussi maîtriser tous ces aspects-là pour que le match soit équilibré entre les deux équipes.
Aujourd'hui, l'affiche des demi-finales sont désormais connues. L'Angleterre sera face à l'Argentine et l'Espagne face à la France. Alors, est-ce que ces quatre équipes, on les voyait venir depuis le début de cette compétition-là? Alors, franchement, c'était les équipes qu'on attendait, hein, parce que quand on regarde de façon globale, et à l'exception de l'Angleterre, quand de mon constat, hein, j'ai vu que beaucoup ne la mettaient pas parmi les favoris. Alors, on mettait même plus le Portugal parmi les favoris que l'Angleterre. Et moi, je disais à certains que de faire très attention avec cette équipe de l'Angleterre, parce que c'est une équipe qui a quand même les outils nécessaires. C'est l'une des meilleures générations de l'Angleterre actuellement. Et elle fait son bonhomme de chemin depuis 2 ou 3 ans. Si vous vous rappelez, c'est cette équipe qui a joué la finale de l'Euro face à l'Espagne en 2024, qui perd 2-1 face à l'Espagne. Ça s'est joué à rien du tout. Et aujourd'hui, et 2 ans après, elle est en finale. Donc, pour moi, elle est dans une continuité avec des joueurs qui sont au summum de leur carrière. Très jeunes surtout. Très jeunes surtout. Quand on prend Bellingham, on prend Harry Kane, qui est aujourd'hui un buteur exceptionnel de classe mondiale. Donc, c'est une équipe à prendre très au sérieux parce que, alors que beaucoup ne la voyaient pas venir. C'est vrai qu'en défense, on semble retrouver un déséquilibre en défense, mais elle arrive à trouver cet équilibre à chaque match. Voilà. Et c'est une équipe, quand j'ai regardé sur cette compétition, elle accepte souffrir. Elle accepte souffrir beaucoup et elle compte sur ses armes offensives pour faire la différence. Au-delà de ces quatre équipes, est-ce qu'on voyait d'autres équipes, d'autant plus que la compétition était tellement rude? Il y avait le Brésil, il y avait le Portugal, il y avait aussi l'Allemagne, qui étaient des équipes de taille. Est-ce qu'on voyait pas ces équipes-là aussi se classer, surtout en demi-finale, au détriment de celles qui sont déjà au programme? Oui, effectivement, le Brésil était l'une des équipes les plus attendues à cette édition de la Coupe du Monde. Et depuis 2002, hein, les Brésiliens attendent ce trophée-là avec impatience. Et on a vu à cette édition que vraiment le Brésil, tout n'était pas parfait. Voilà. Et c'est vrai qu'il y avait un Vinicius en forme, mais on a vu que derrière c'était beaucoup déséquilibré, surtout au niveau du milieu du terrain également. Alors, elle se fait sortir par la Norvège, hein, et puis après avoir gaspillé beaucoup d'occasions, il y a eu une équipe de la Norvège avec Erling Haaland pour les punir la 2 fois. Donc, c'est aussi ça le football de haut niveau. Donc, je pense qu'ils vont apprendre, tirer expérience sur ça. Et la déception, c'est surtout le Portugal, parce que c'est incompréhensible, c'est inadmissible. C'est vrai qu'elle est tombée aussi face à l'Espagne, mais quand je visionne le match face à l'Espagne, elle avait aussi son mot à dire. Oui. Voilà. C'est vrai que l'Espagne a mérité sa qualification, mais je pense que si le Portugal avait fait un peu plus dans ce match, un peu plus d'efforts dans ce match, je pense qu'elle allait lâcher la qualification. Parce qu'on peut pas comprendre, on dit aujourd'hui que le Portugal a quand même l'un des deux meilleurs milieux d'Europe, à savoir Vitinha et Bruno Fernandes. Oui. Là, si on ajoute même João Neves également, ça fait 3. Alors, elle a des ailiers également qui sont très percutants, mais on n'a rien vu dans la construction du jeu. Donc, c'est vraiment dommage parce que elle était une équipe qui avait une domination du ballon, mais une domination stérile. Elle n'arrivait pas à créer des occasions. Et face à cela, vraiment, c'est difficile avec un Cristiano Ronaldo vieillissant. Qui avait vraiment soif. Qui avait soif de gagner, mais vieillissant à 41 ans. C'était difficile à lui tout seul de faire la différence. Et aujourd'hui, ces 3 équipes européennes et une équipe sud-américaine et qui sont qualifiées. Quand on regarde le quota, est-ce que ça nous dit quelque chose du tout? Oui, c'est interpellateur. Ça prouve que l'Europe domine le football depuis je ne sais combien de décennies déjà. Alors, je l'ai dit tantôt, hein, et c'était en 2022. En 2002 que le Brésil a remporté la Coupe du Monde. Il a fallu attendre 20 ans après pour voir l'Argentine sacrée, une équipe américaine, sud-américaine sacrée championne du monde. Donc, ça prouve que sur ces 2 dernières décennies, les Européens ont quand même dominé ce football-là. Parmi ces 3 équipes, il y a l'Argentine qui est le plus sacrée, avec 3 trophées. C'était en 1978, en 1986 et en 2022. Et il a aussi joué 3 finales. En 1930, en 1990 et en 2014 plutôt. Voilà, il a remporté 3 et a perdu 3. En réalité, c'est 6 finales que l'Argentine a joué. Et quand on regarde ce bilan, est-ce que c'est prenable? Oui, c'est prenable. C'est une grande nation de football, qu'on le veut ou pas. L'Argentine, c'est une grande nation de football, surtout en Amérique du Sud. C'est l'Argentine et le Brésil quand même qui sont en tête, ils sont en tête d'affiche. Donc, pour moi, c'est prenable et je pense qu'ils sont conscients. Et en tout cas, c'est une demi-finale très ouverte, voilà, parce que l'Argentine doit jouer l'Angleterre, donc ça sera très ouvert. Et quand on regarde la confrontation Argentine-Angleterre,
est-ce que on peut se dire que d'autant plus que l'Argentine a eu à faire ce parcours-là, est-ce qu'il part favori déjà? Oui, on peut dire, hein, sur le papier, ce sont les champions du monde en titre. Oui. Voilà, donc déjà, il y a ce côté-là qu'il faut regarder. Ça leur donne un petit coup d'avance en termes de favoris. Mais techniquement parlant, on sent que l'Argentine baisse, étant donné que l'Angleterre est constant depuis la compétition. Est-ce que vraiment ça va beaucoup jouer? Oui, il y a tout ça. Et pour moi, hein, déjà, cette équipe de l'Argentine, cette année, elle est moins flamboyante que celle de 2022. Voilà. Et physiquement, elle a du mal, hein. À partir de la 60e minute, à l'heure de jeu, elle a du mal physiquement. Elle perd beaucoup de ballons, chose qu'on ne voyait pas en 2022. Donc, pour moi, l'Angleterre qui est aussi physique, hein, qui joue physiquement, qui a aussi des flèches avec Bellingham, avec Ali Kane, qui est un but qui peut marquer à n'importe quelle seconde du match. Donc, je pense que ça peut faire mouche. Et quand on regarde le parcours de l'Argentine, franchement, c'est un parcours et c'est honorable, mais elle n'a pas eu à affronter des adversaires quand même de poids. Effectivement, le Cap-Vert, l'Égypte, voilà. La Suisse récemment. Oui. Donc, l'Angleterre aujourd'hui, c'est le véritable test, hein, pour cette équipe de l'Argentine, pour voir est-ce qu'elle pourra franchir ce cap-là, de battre une grande nation de football. Et quand vous prenez l'Angleterre également, vous savez, je pense que ça vaut quand même, hein, 59 ans et quelques, et l'Angleterre attend ce trophée-là. Donc, je sais que mentalement, ils vont se dire c'est le moment, hein. Donc, d'abord, de tout mettre en œuvre pour pouvoir jouer cette finale-là et pourquoi pas remporter ce trophée. Donc, pour moi, c'est une demi-finale ouverte et ça va se jouer peut-être à des détails aussi. La France qui remporte 2 trophées, c'était en 98 et puis en 2018. La France a aussi joué la finale 2006 et puis 2022 qu'elle a perdu. Oui. Le bilan, 2 gagnés, 2 perdus, le bilan pour vous. Oui, c'est une grande nation de foot, la France. Et ces dernières années, vraiment, elle a marqué le football, hein, le football mondial. Parce que même depuis 2018. Depuis 2018, oui. Voilà. Non, 2016, elle a joué la finale de l'Euro en 2016 à domicile, qu'elle a perdu face au Portugal. Donc, on sent que depuis 2016, c'est une équipe qui est habituée au grand rendez-vous. Et 2016, elle était en finale. 2018, elle remporte le trophée. Oui. À l'Euro passé, elle était en demi-finale. La Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, elle a joué la finale. Oui. Voilà. Donc, il y a cette marque de progression là. Il y a un niveau auquel déjà ils sont arrivés. C'est-à-dire, dans chaque compétition, il faut les attendre minimum au dernier carré, c'est-à-dire les demi-finales. Donc, pour moi, je pense que cette fois-ci, avec la finale perdue, à la Coupe du Monde passée, c'est une équipe, j'ai l'impression, qui est venue pour se venger. Voilà. Donc, pour moi, c'est une équipe revancharde et je sais qu'elle fera tout pour remporter cette 3e étoile-là. L'Angleterre, en 1966, oui. C'était à domicile, oui. Qu'ils ont remporté. C'était le seul trophée, oui. De l'histoire de l'Angleterre. Oui. Ils reviennent cette fois-ci pour les demi-finales d'abord face à l'Argentine. Est-ce qu'on voit l'Angleterre vraiment se qualifier d'abord face à l'Argentine ou bien brandir ce trophée-là après tant d'années? Ouais, je pense que je mettrai une pièce sur un pour se qualifier pour la finale. Comme vous l'avez dit, depuis 66 en domicile. Et quand on regarde toutes les générations, il y a eu des bonnes générations, des générations quand même qui se sont succédées au sein de cette équipe-là. Mais je peux dire que c'est l'une des générations les plus complètes. Voilà, tant défensivement, au niveau du milieu de terrain et au niveau de l'attaque. Donc, avec des joueurs de classe exceptionnelle, je pense que c'est une génération qui aura à cœur d'inscrire leur nom dans l'histoire de l'Angleterre. Et l'Espagne, c'était en 2010, oui. C'était en Afrique du Sud. C'était la toute première finale de l'équipe de l'Espagne. Oui. En Coupe du Monde, ils ont remporté aussi. Oui, tout à fait. Et l'Espagne, hein, c'est une équipe aussi qui est très agréable à voir jouer. Et je pense que déjà, il y a cette demi-finale qui est une finale avant l'heure, hein, entre l'Espagne et la France. Donc, pour moi, hein, ils feront tout également pour arriver en finale. Et s'il y a une équipe qui peut peut-être mettre en doute cette équipe de la France, c'est bien l'Espagne. À travers son style de jeu, à travers sa manière de jouer. Et la dernière confrontation entre l'Espagne et la France, on a vu que la France a eu du mal vraiment à battre cette équipe-là. Donc, pour moi, c'est une demi-finale aussi ouverte. Au regard de ces palmarès, est-ce que vous avez votre favori pour la confrontation au niveau de la finale d'abord? Pour la finale, je vois un France-Angleterre. Voilà, mais bon, comme vous avez dit, c'est juste un pronostic, hein. Okay. Et le match peut être tout autre. Alors, le match même qui est déjà lancé, les demi-finales, c'est déjà lancé sur les réseaux, oui. Sur beaucoup de commentaires, qu'ils soient de Lamine Yamal, de Bellingham, de Lionel Messi. Oui. Chacun
voilà, attaque l'autre. Il y a d'autres qui font des éloges des équipes adverses. Et quand vous lisez les commentaires, qu'est-ce que ça vous fait déjà surtout? Oui, ça prouve que de tous les camps, de chaque camp, on prend très de sourire l'adversaire. Parce que chaque équipe sait que l'adversaire qu'elle affronte aussi a des qualités et c'est une équipe aussi qui peut les poser des problèmes. Donc, pour moi, c'est une communication avant match. Chacun essaye de renvoyer la pression sur l'autre camp. Et c'est stratégique, au fait, c'est stratégique. Voilà, quand on voit Nico Williams qui dit que Mbappé est le meilleur, que mais eux, ils ont le meilleur du monde, c'est-à-dire Lamine Yamal. Donc, c'est une manière encore de piquer l'ego de Mbappé, voilà, et aussi de mettre la pression plus sur Mbappé, voilà, que sur Yamal. Donc, pour moi, c'est sciemment fait et c'est stratégique. Voilà, et pour les grandes compétitions, se gagnent aussi sur des détails. Et tout ça, ça en fait partie. Aujourd'hui, Lionel Messi est en tête sur la liste des meilleurs buteurs, suivi Lionel Messi et puis Kylian Mbappé. Et quand on regarde déjà Lionel Messi qui est presque à 40 ans, qui continue de briller, Kylian Mbappé très jeune, très dynamique aussi. Et voilà ces deux qui se suivent coude à coude. Quand on regarde le bilan, comment vous vous sentez à travers ces deux hommes-là? Oui, quand je regarde ces deux joueurs, je me dis, c'est peut-être le passé glorieux du football et l'actuel. Alors, on sent quand même une succession. Bon, on a envie de dire que c'est Kylian Mbappé en train de succéder à Lionel Messi. Voilà, parce que c'est deux générations différentes. Oui. Dans le football, c'est quand même deux générations différentes. Lionel Messi a 39 ans, 40 ans et quelques, qui continue de faire de sortir des performances vraiment XL. Oui. Et aussi Kylian Mbappé, de la nouvelle génération également, qui marque son empreinte. Donc, pour moi, c'est deux joueurs qui se complètent. C'est deux joueurs qui ont tiré leurs équipes, dans toutes les équipes ils sont passés, ils ont su tirer le meilleur d'eux-mêmes et aussi donner le meilleur à leur équipe. Donc, pour moi, ce sont ces deux leaders et charismatiques de leurs équipes. Voilà. Donc, pour moi, je pense que sur cette demi-finale, ils auront la lourde tâche encore de mener leur équipe encore vers la finale. Qui peut terminer meilleur buteur? Bon, vous savez, de façon qu'ils se suivent, que ce soit Lionel Messi ou Kylian Mbappé. Voilà, vous savez, même la finale, ça s'est joué le jour de la finale, Oui. Où Mbappé a fait le triplé. Voilà, il se suivait aussi. Donc, c'est celui qui sera le meilleur buteur, ce sera celui qui ira le plus loin possible. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, la Coupe du Monde tire vers sa fin. Est-ce que c'est un pari gagné pour ces trois pays, à savoir le Mexique, le Canada et aussi les États-Unis d'Amérique? Bon, pour là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. C'est déjà un pari réussi, le fait d'avoir organisé sans incident majeur. Quand je dis sans incident majeur, on n'a pas eu vraiment de drame, comme je dis. Donc, on peut déjà dire que c'est un pari réussi. Même si sur 104 matchs de Coupe du Monde, le Mexique et le Canada ont accueilli chacun 12 matchs. Donc, on peut dire que la plupart des matchs a été concentré au niveau des États-Unis. Voilà. Mais déjà, il faut dire qu'il y a beaucoup d'aspects aussi à revoir. Que ce soit le prix des billets, la billetterie, vraiment, vous savez que cette Coupe du Monde, c'est pas une Coupe du Monde pour les pauvres, comme on le dit tantôt. Voilà. Et il y a beaucoup de choses à revoir au niveau de la billetterie. Et au niveau des visas, ça c'était au début de la Coupe du Monde. Beaucoup de supporters, surtout les Africains, n'ont pas pu participer à cette Coupe du Monde à cause des visas et autres. Donc, on a l'impression que c'est une Coupe du Monde organisée juste pour une tranche de personnes. Donc, peut-être c'est sur cet aspect-là il faudra le voir. Sinon, dans l'ensemble, les matchs, les infrastructures sont de qualité et le terrain, que ce soit les infrastructures hôtelières et tout, donc tout est au niveau. Alors, nous sommes déjà presque à la fin de l'émission. Est-ce que, selon vous, est-ce que vous avez un mot à dire sur cette Coupe du Monde-là avant de clôturer? Alors, dans l'ensemble, c'est de demander, d'appeler nos dirigeants et africains à s'inspirer vraiment des modèles des grandes nations de football, à faire comme eux. Et également, ça permettra de rehausser le niveau de notre football africain. Est-ce qu'il y a un mot à l'endroit de ce public qui nous suit à présent? Alors, c'est de leur demander toujours de rester motivés, de rester concentrés, de supporter vraiment leurs équipes. Et en tout cas, il faut avoir confiance et de jouer le rôle du 12e homme, comme je le dis souvent. Okay. Et je pense que les résultats vont suivre. Merci beaucoup, Sir Papin, d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce numéro de votre émission Prolongation. Merci de nous avoir suivis. Très bon début de semaine à vous et bonne suite du programme.
Fadina World TV, les racines de l'actu.